La marche du monde. Valérie Nivelon. Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à la royauté Mossi du Burkina Faso, une civilisation de plus de 5 siècles soluble dans la République. Nous sommes en 1954 en Haute-Volta pour l'ouverture officielle de la voie ferrée Abidjan-Ouagadougou. Robert Buron, ministre de la France d'Outre-mer, est accueilli par l'empereur des Mossi. Et c'est Samy Simon qui raconte, l'un des pionniers du reportage radio au temps de l'Afrique occidentale française. Donc ce jour-là, le train spécial, après 2 jours et 2 nuits d'un voyage pénible mais magnifique, entre en gare de Ouagadougou. Lentement, l'autorail avance et s'immobilise devant le ruban symbolique. Le ministre en descend et d'une voix que la fatigue altère, salue l'empereur, venu l'accueillir en grande tenue, entouré de tous les notables. C'est un très grand plaisir d'être accueilli par vous ici. Je vous remercie, monsieur le ministre, et vous pouvez dire au président public que nous sommes tous derrière lui, tout le peuple aussi, ainsi que la Haute-Volta. Vive la France, vive l'Union française. Faites arriver le train, empereur. Et l'empereur vient de couper le cordon symbolique et maintenant le train va pouvoir rentrer pour la première fois dans l'histoire de la Haute-Volta, dans sa bonne ville de Ouagadougou. C'est fait. La locomotive diesel et derrière elle le train, le premier train de voyageurs, le train spécial du ministre de la France d'Outre-mer, vient d'entrer dans Ouagadougou aux acclamations de la population. Après la prise d'armes traditionnelle, où devant une foule immense, le ministre attache lui-même au cou de l'empereur la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, tout le cortège se dirige vers le palais, devant lequel sur 2 rangs, la garde impériale, en burnous et chéchia écarlate, rend les honneurs. Un peu partout, les salves éclatent, tirées par d'antiques fusils gras, de vieilles pétoires datant de la conquête. Dans l'odeur de la poudre, sous le soleil ardent, les discours vont se suivre, hachés par les coups de feu. Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire, Mesdames, Messieurs, le Moronaba, avec ici présents les chefs supérieurs de Gourma, de Yatenga, de Tankoudonaba et le Bouzoumanaba, ainsi que les chefs coutumiers de la Haute-Volta, vous souhaitent la bienvenue. Le pays tout entier, soulevé d'un enthousiasme compréhensible, salue la France en votre personne. Ces manifestations présentes ne sont qu'une explosion spontanée de la reconnaissance de tout un peuple envers la mère patrie. Je suis particulièrement heureux, à 24 heures de mon retour à Paris, d'être ainsi reçu, en présence des principaux chefs coutumiers de la Haute-Volta, par vous, Moronaba. Je suis heureux, au terme de ce voyage et dans ce palais même, d'indiquer ainsi que, grâce à la foi, à l'alliance intime, de la tradition maintenue dans ce qu'elle a de solide, de sain et de ferme, et de l'évolution poursuivie dans ce qu'elle a de valable, de hardi et de dynamique, que dans cette alliance profondément cimentée des peuples français d'Afrique et de la métropole, dans cette alliance des générations d'âge, dans cette alliance des bonnes volontés, réside la richesse incomparable de l'Union française.
Dans la marche du monde sur RFI, vous écoutez un document d'archives exceptionnel que cette arrivée du train en gare de Ouagadougou dans l'actuel Burkina Faso, un événement majeur dans l'histoire des transports et des communications de l'Afrique de l'Ouest, où les plus hauts représentants du pouvoir sont présents. Pour la France coloniale, c'est le ministre des Outre-mer, et pour la Haute-Volta, c'est le roi des Mossi. Une royauté fascinante à la lecture de la première thèse d'histoire occidentale produite sur la noblesse Mossi et publiée en janvier 2017 aux éditions Cartala et signée par notre invité. Bonne arrivée, Benoît Becher. Merci. Que retenez-vous de ce reportage d'archives, vous qui avez étudié la façon dont l'Empire Mossi s'est adapté à toutes les transformations politiques et sociales de son territoire subsaharien? C'est un très très beau document qui est effectivement qui montre l'importance du chemin de fer dans cette histoire, qui n'est pas simplement un moyen de transport, mais qui a été aussi un enjeu de lutte politique pour cette royauté Mossi, qui a tout fait pour que le rail atteigne Ouagadougou, effectivement. Donc vous soulignez immédiatement, Benoît Becher, la puissance des Mossi. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, cet empire Mossi ? Alors, ce qu'elle caractérise, je crois que c'est sa plasticité, la plasticité de ses institutions. C'est-à-dire sa souplesse. Sa souplesse, c'est-à-dire qu'en fait, depuis la fin du XVe siècle, date probable de création des premiers royaumes Mossi jusqu'aux années 1950, là, ce qu'on vient d'entendre, la royauté est passée par des tas de phases extrêmement différentes. Elle a connu énormément de soubresauts politiques et elle est restée vivante en quelque sorte. Et je crois que c'est ça sa plus grande caractéristique. Alors nous allons revisiter ensemble quelques grands moments clés de la civilisation Mossi, la période de la colonisation, l'indépendance ou encore la révolution sankariste. Mais j'aimerais que l'on revienne d'abord aux origines de l'Empire, à la période précoloniale et donc au moment de cette arrivée des cavaliers Mossi au XVe siècle. Alors est-ce que ces cavaliers sont des guerriers venus conquérir de nouveaux territoires ? Alors là, il nous manque des sources pour savoir exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, la fin du XVe siècle, c'est une date hypothétique. C'est le recoupement de diverses sources orales, de diverses généalogies royales qui permettent d'arriver à cette estimation-là. Et alors, l'hypothèse la plus sérieuse, celle qui était défendue par Michel Izard, l'anthropologue, c'était finalement d'évoquer des petits groupes en fait de guerriers, effectivement, pré-Mossi, parce qu'on ne peut pas encore parler de Mossi, issus du nord du Ghana actuel, et qui auraient apporté avec eux finalement l'art équestre, c'est-à-dire monter à cheval, et puis une culture politique qui est peut-être en lien avec le monde des Akans et des Ashantis en particulier. Ça, ce sont des hypothèses. Et puis ils ont rencontré sur place de prétendus autochtones, parce que les choses sont souvent beaucoup plus compliquées que ça, et c'est du mélange, de la fusion entre les deux que serait née la société Mossi. Alors, retour aux origines des royaumes Mossi avec votre maître à penser, Michel Izard, le premier occidental à se pencher sérieusement sur le sujet. Et pour commencer, l'anthropologue français explique le terme Mossi en langue morée. Le mot Mossi est une prononciation défectueuse du mot Mossi ou Mossi, qui est le pluriel d'un mot qui, au singulier, donc, est Moga ou Moaga. Et Moro, c'est le pays des Mossi. Maintenant, les Mossi, eux, les premiers groupes de conquérants Mossi, viennent du sud-est, viennent de la région actuelle de Tenkouloro, et même plus au sud, de la zone des confins actuels entre la Haute-Volta et le Ghana. Ils remontent, en gros, le cours de la Volta Blanche. Bien. Ce pays est occupé par toute une série de populations, certaines sont d'ailleurs connues, et pour le Yatenga, on peut dire à peu près en gros que la population est pour une large part Dogon, pour une autre large part Kurumba, et comprend d'autres éléments de population de moindre importance. Mais ils iront aussi vers l'ouest, puisqu'ils franciront la Volta Rouge, et que, au milieu du XVIe siècle, ils atteindront même la Volta Noire. Il y aura ensuite un reflux. Mais pour en rester à ce qui se passe dans le nord, car le Yatenga correspond à la pointe nord-ouest du pays Mossi, on a, à partir donc de la fin du XVe siècle, des petits groupes de cavaliers qui remontent donc le cours de la Volta Blanche et qui vont progressivement, très progressivement, s'installer et installer leur pouvoir dans les villages, mais significativement en contournant ce royaume Kurumba du Lurum et en s'attaquant, ou plus exactement en imposant leur domination
et en luttant en cas de résistance, notamment contre les Dogons et dans une moindre mesure contre les Samots. La voix de l'anthropologue Michel Izard, il se disait fasciné par le pays Mossi parce qu'il avait eu le sentiment de découvrir une civilisation d'au moins 4 ou 5 siècles d'épaisseur, ce qui contredisait les thèses d'Hegel, affirmant que l'Afrique précoloniale n'a pas d'État. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors oui, effectivement, je crois que c'est vraiment l'apport principal de Michel Izard, c'est d'avoir donné de la profondeur historique à ces sociétés Mossi, ou en tout cas dans son travail d'anthropologue. L'Afrique a une histoire, effectivement, il a fait partie de ces pionniers qui l'ont montré en France, en montrant que finalement, ce sont des sociétés qui ont connu des révolutions politiques, sociales, culturelles, qu'on peut faire remonter à plusieurs siècles et qu'on peut aussi dater, même si c'est de manière assez imprécise. Avec un berceau pour la constitution donc de ce pré-État Mossi, qui serait cette région du Yatenga qui existe toujours aujourd'hui. Alors en fait, le berceau des Mossi sera trouvé dans le sud. Le sud du Moro, c'est-à-dire de l'ensemble de ces royautés Mossi, au sud-est de Ouagadougou, la capitale actuelle, puisqu'ils seraient venus, ces premiers cavaliers du Ghana actuel. Et ils seraient remontés effectivement le long de ce qu'on appelait la Volta Blanche, en remontant vers le nord, et le Yatenga est certainement un des endroits où ils ont été arrêtés, où ils ont été stoppés au nord. Alors ils sont remontés effectivement jusqu'au Yatenga, et on ne sait pas finalement pourquoi les frontières du Moro se sont stabilisées, et s'il y a eu reflux, pourquoi il a eu lieu, et dans quelles conditions. En tout cas, ce Yatenga est toujours une région administrative de l'actuel Burkina Faso. Et en 2006, Sayouba Traoré allait à la rencontre du roi du Yatenga, le Nahaba Kiba. Il règne encore aujourd'hui sur ces sujets Mossi. Nous avons conservé nos coutumes, ce que nous devons faire, ce que nous faisons avant, ce que nos ancêtres ont fait. Nous les avons conservés intacts. S'il y a des jugements comme des litiges entre les paysans, ils viennent d'abord, ils consultent leur chef de quartier. Si lui n'a pas pu régler, il les envoie au chef de village. Si le chef de village n'a pas pu régler, il les envoie au chef de canton. Si le chef de canton n'a pas pu régler maintenant, il les envoie à son ministre. Parce que les Yatenga est divisé en 4 coutumièrement. On les envoie là-bas. Si le ministre n'a pas pu régler maintenant, ils viennent au dernier moment pour me voir. Donc, en fait, dans la hiérarchie, vous êtes la Cour suprême, quoi. Voilà. Moi, je suis le président de la Cour suprême dans les Yatenga. Et indépendant. Nous faisons les jugements, nous faisons tout, nous réglons les affaires. Donc, c'est l'administration, en somme. Nous sommes dans votre salle du trône. Est-ce qu'ici, vous rendez des jugements? Mais oui, justement, je rends les jugements. Les populations vivent une double allégeance. Ils obéissent aux lois de la République et demeurent fidèles au pouvoir royal. Le roi, quant à lui, vit une condition double. Il est citoyen de l'État moderne de Burkina Faso, il est Rima du Yatenga. Et cette réalité se retrouve dans le parcours personnel de Nahaba Kiba. Ancien administrateur, il est aujourd'hui retraité de la fonction publique. Comme tout le monde, il a dû gagner sa vie. Nahaba, sa puissance reste grande. Alors, j'ai fait beaucoup de choses, je travaille comme tout le monde. Par exemple, si l'administration a besoin de moi pour des cérémonies ou bien des choses, je m'en vais, je participe comme n'importe qui. Donc, je suis citoyen à part entière comme tous les autres. En dehors de mon responsable, je suis responsable parce que partout il faut la tête. Moi, je suis la tête des Yatenga, de tous les Yatenga. Quand je venais à votre palais et que j'ai dit chez moi que je vais au palais de Nahaba Kiba, on m'a dit surtout tu ne mets pas de tenue rouge. Pourquoi? Non, il le dit ça parce que je suis le seul dans les Yatenga qui porte le bonnet rouge. Les gens ne comprennent pas la signification. C'est pour montrer que je suis au-dessus de tout le monde dans les Yatenga. Dans les Yatenga, je n'ai pas de limites. Je fais tout ce que je veux. Je donne des ordres. On doit les exécuter.
La voix du Naba Kiba, le roi Mossi du Yatenga, également citoyen du Burkina Faso, respecté par ses sujets Mossi, sur lesquels il a des droits, mais envers lesquels il a également des devoirs, Benoît Becher. Oui, tout à fait, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces royautés Mossi, elles sont contractuelles d'une certaine manière. Un contrat est passé entre le roi et son royaume, le roi et ses sujets. Finalement, au moment de l'intronisation, on dit que le roi, c'est le tempouré de ses sujets, c'est-à-dire en fait le tas d'ordures, le dépôt d'ordures, mais le compost fertilisant. C'est-à-dire qu'il doit être bon pour son peuple. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque précoloniale, un roi qui avait fauté était poussé au suicide. Donc soit par strangulation, soit par injection d'un poison. Donc voilà, donc il faut bien comprendre que c'est pas une monarchie despotique. Voilà, c'est en tout cas l'origine, c'est un engagement qui est pris auprès des sujets. Et un roi donc qui arbitre, et un roi qui doit apporter des solutions, par exemple dans des moments de famine ou de difficultés financières. Voilà, c'est une charge qui est extrêmement lourde parce que justement, il est un petit peu le père nourricier d'une certaine manière et protecteur. Donc, il doit être à l'écoute de tous ces sujets. On dit justement que son cœur doit tout supporter. C'est-à-dire qu'en fait, il doit pouvoir écouter les plaintes de tout le monde et puis pouvoir y répondre. On sait que par exemple dans le royaume de Ouagadougou, au moment des famines, il y avait des greniers à mil qui étaient mis à disposition donc par le roi pour ces sujets en cas de famine ou de disette. Et d'ailleurs, lorsqu'on sillonne les routes du Burkina Faso, on rencontre régulièrement ces cours royales dans lesquelles attendent à l'ombre les sujets pour venir présenter leurs doléances au roi de leur région. Alors c'est une civilisation Mossi qui a ses nombreux rituels, comme la cérémonie annuelle du faux départ, enregistrée en 1954 par notre père spirituel à nous, du reportage radio Samy Simon. À l'époque, la cérémonie était quotidienne. Nous nous retrouverons pour la curieuse cérémonie du faux départ, qui déroule ses fastes chaque matin devant toute la cour et un grand concours de population, en souvenir de cet ancêtre qui, cédant aux instances de son peuple, renonça au dernier moment à sceller son cheval pour aller quérir une épouse en lointain pays. L'empereur hésite, fait le simulacre d'enfourcher sa monture. Les chants et les lamentations redoublent. Alors l'empereur s'éloigne, se retourne, promène son regard sur son peuple prosterné et sans un mot disparaît comme une ombre à l'intérieur de son palais. Et à nouveau retentissent longuement les louanges du maître. Et cette scène étrange, ces chants, ces cris, ces couleurs éclatantes, comme une enluminure de livres d'heures, tout cela compose un des tableaux les plus émouvants et les plus poétiques qu'il m'ait jamais été donné de contempler. Cette cérémonie du faux départ, Benoît Becher, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est un folklore, en quelque sorte, une cérémonie pour touristes, ou est-ce que réellement ça a toujours un sens symbolique très fort, et lequel ? Oui, alors c'est une cérémonie dont l'origine exacte est assez difficile à retracer, mais qui remonte à plusieurs siècles avant la conquête coloniale française. C'est une cérémonie qui semble marquer le processus de centralisation du royaume. C'est-à-dire que le roi, comme on l'a entendu là tout à l'heure, son cheval est sanglé puis désanglé. On lui interdit de partir de son royaume. C'est le moment en fait où on passe d'une conception du pouvoir qui veut que le royaume, le centre du royaume se trouve là où se trouve le roi lui-même, à un petit peu l'inverse, c'est-à-dire le roi n'a plus besoin de sillonner en fait son royaume pour se faire respecter. C'est à ses sujets et à ses chefs subalternes de venir le voir dans la capitale. Donc fondamentalement, ça marque un processus de centralisation qui a été amorcé vraisemblablement au XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui, c'est encore une cérémonie qui a du sens. Les différents Moronaba qui se sont succédés ont tout fait pour éviter que ça devienne quelque chose qui attire les badauds et les touristes. Ont voulu contrôler l'image dès les années 50 pour éviter qu'on prenne des photos sans permission ou qu'on vienne filmer sans permission. Donc on ne peut pas faire de photos, ce n'est pas une cérémonie pour touristes, mais elle perdure, elle existe. Voilà, tout à fait. Et elle symbolise la centralité du pouvoir Absolument. Du roi Mossi. Tout à fait. Nous enchantons vos oreilles à l'écoute du pouvoir des Mossi au Burkina Faso et dans la marche du monde. Restez avec nous, c'est à suivre sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon. C'est la suite de la marche du monde sur RFI. Au son de nos archives sonores, nous poursuivons notre voyage initiatique en pays Mossi. Tous les ministres, c'est-à-dire les dignitaires de la cour royale, doivent assister à cette cérémonie. D'un côté, vous avez assis face à l'est le Widi Naba, le ministre de la cavalerie royale, le Larele Naba qui est chef de guerre, le Gunga Naba également chef de guerre, et à côté d'eux se tient le Nemne Naba qui au fond est un dignitaire de la cour royale. Une noblesse présente au Burkina Faso depuis le XVe siècle, dont le roi, le Moro Naba, respecté de tous. Le Naba, le pouvoir d'ordre divin, reste indispensable au maintien de la paix civile, comme nous avons pu l'observer lors du dernier putsch perpétré par le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré en 2015. C'est au palais du Moro Naba qu'un accord d'apaisement avait été signé, ce qui montre toute la puissance de la noblesse Mossi. La fille aînée du Moro Naba vient de rentrer. Et maintenant, un maître de cérémonie s'approche. Je crois, monsieur Mamadou Ouedraogo, que ce maître de cérémonie est le Kamnaba. C'est le Kamnaba qui, je me permettrai de le dire, de son vrai nom s'appelle Kouma. Quelqu'un que j'ai connu depuis 1917. Et c'est le Kamnaba, c'est-à-dire le chef de la jeunesse. C'est lui qui préside aux cérémonies. Mais constatez une chose, celui qui est chargé de sacrifier les animaux est un neveu du Moro Naba. Parce que chez nous, moi aussi, le neveu a un certain pouvoir dont ne bénéficient pas les autres. Mais avant que commencent les sacrifices, je vois qu'on est allé chercher des armes. Quelles sont ces armes ? Je crois distinguer un arc, un carquois, un fusil, une lance. Quelles sont ces armes ? Ces armes sont surtout symboliques. Vous savez que pour être roi, il faut avoir fait la guerre, ou il faut être prêt à faire la guerre. Donc, admettons qu'un roi qui fait la guerre, qui doit faire la guerre, doit être armé. Or, chez nous, les armes courantes sont l'arc, le carquois, plein de flèches bien entendu, et la lance. C'est un symbole. Comme je vous l'ai dit, un roi quand même devant s'armer pour défendre son royaume doit avoir laissé des armes. Qui va les déposer, ces armes, sur le sol ? Celui qui les dépose est un neveu du chef, un neveu du roi. Mais ce sont de vieilles armes, je vois une lance là, elle est toute tordue. Pourquoi est-elle tordue ? Elles sont tordues, c'est pour marquer que le roi ne vivant plus, ces armes ne peuvent plus être servies. Bon, et maintenant alors, tous les animaux sont rassemblés, n'est-ce pas ? Il y a je vois des poulets, je vois des moutons, je vois des bœufs. Ce sont des offrandes. Ce sont des offrandes pour le repos de l'âme du disparu. Ces offrandes, on les fait, alors, par exemple, le premier jour des funérailles, on offre d'abord le poulet, le bœuf, le mouton du roi défunt. Ensuite, les mêmes animaux de son fils aîné, puis viennent après ceux des ministres, et enfin, les animaux des princes de la famille royale. Enregistrée en 1957 par le pionnier du reportage Samy Simon, la cérémonie des funérailles du roi Mossi Saga II. Nous sommes à Ouagadougou, dans la capitale de la Haute-Volta, prochainement indépendante. Des Mossi qui au départ étaient une armée de cavaliers sans État pour devenir un État qui n'a pas d'armée, pour paraphraser l'anthropologue Michel Izard. Est-ce que c'est une bonne définition de l'évolution de l'empire Mossi à travers le temps, Benoît Becher ? Alors oui, effectivement, c'est au départ des formations politiques guerrières. C'est tout à fait évident. Le cheval, l'arc, les lances.
et puis des gens qui sont à peu près assurés de leur supériorité sur leurs voisins. C'est comme ça que le Moro est né. Et puis ces guerres, elles ont été pratiquement ininterrompues, ou en tout cas elles ont été répétées jusqu'à la conquête coloniale. La conquête coloniale, ça a été des combats contre les troupes françaises, parfois remportés par les Mossis d'ailleurs. Il y a eu très peu de batailles remportées par les Mossis, mais il y en a eu quand même. Et puis après, c'est ce qu'on appelle l'ordre français, l'ordre colonial français, qui est finalement un moment qui dépossède en fait cette aristocratie de ses fonctions guerrières, puisque la force de coercition et la force armée devient le monopole de la puissance conquérante. Alors, juste une petite anecdote, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté en 1914, les archives des Pères Blancs, tenues par les Pères Blancs, montrent que les aristocrates Mossis ont été très contents de revêtir à nouveau leurs habits de guerre pour se rendre au Togo allemand et se battre contre les Allemands. Alors dans votre livre « Manger le pouvoir », vous montrez toute l'intelligence politique des rois Mossis. Ils semblent plus préoccupés par la pérennité de leur dynastie que par la conquête permanente du pouvoir, ce que montrent d'ailleurs les archives de l'Afrique occidentale française. Au micro de notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani, écoutez l'analyse de l'historien Hamidou Diallo sur la reconstitution du territoire de la Haute-Volta sous l'Empire colonial français. La chefferie Mouaga, elle n'était pas seule, elle y avait quand même, l'élite politique, ceux qui ont créé l'Union voltaïque, l'Union pour la défense des intérêts de la Haute-Volta, qui s'est muée en Union voltaïque. Donc les militants, les dirigeants de l'Union voltaïque ont aussi apporté leur contribution à la reconstruction de la Haute-Volta. Bon, la Haute-Volta a été supprimée en 1932, puis reconstituée en 1947, mais pour la reconstitution, la chefferie Mouaga, notamment celle de Ouagadougou, a joué un rôle important. La Haute-Volta, c'est quand même un territoire qui a fourni beaucoup de tirailleurs sénégalais, les Mossis, et voilà certains des arguments. Ils sont allés à cette élite-là, issue de l'école coloniale, pour revendiquer la reconstitution de la Haute-Volta. Les parlementaires ont joué un rôle, les chefs ont joué un rôle pour revendiquer. Et bon, le facteur qui a aidé, c'était surtout la lutte contre le RDA. Bon, les Français ont pensé que, bon, on pourrait peut-être réduire le RDA, l'influence du RDA en reconstituant la Haute-Volta. Le RDA de Houphouët-Boigny à l'époque. Alors l'histoire des Mossis du Burkina, c'est donc une histoire qui a aussi des sources écrites. Benoît Becher, comme le souligne Hamidou Diallo, qui est historien et grand spécialiste des archives. Oui, tout à fait, c'est très juste. Elle a laissé cette royauté, ou ces royautés ont laissé des sources écrites, mais rarement des sources directes. Ce sont des sources qui sont extrêmement dispersées. Qu'on trouve aussi bien au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Mali, en France, sous forme de microfilms, de documents contenus dans des boîtes à chaussures, sous pratiquement toutes les formes. Les sources les plus extraordinaires que j'ai vues ont l'air de rien du tout, comme souvent, mais ce sont les carnets de notes en fait des chefs qui ont été déposés à Abidjan, puisqu'entre 1932 et 1947, les 2/3 du Burkina actuel étaient rattachés à la Côte d'Ivoire. Donc il y a eu un transfert d'archives, et une partie des archives, un véritable trésor pour l'histoire du Burkina, se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc on a ces carnets de notes qui finalement donnent des informations extrêmement précieuses. Écrit en moré, écrit en français. Alors écrit en français, par des fonctionnaires français, ou en tout cas proches des Français, avec, comme des écoliers, on a les notes et puis on a les appréciations, et donc là ça permet de suivre le parcours de ces chefs, souverains ou princes. Est-ce que vous avez des sources écrites en moré? Est-ce que vous cherchez ces pépites-là? Est-ce qu'elles peuvent exister? Alors, pour le moment, je n'ai jamais eu accès à des sources écrites en moré. Elles sont toutes écrites en français. Elles remontent au plus loin, aux années 1920-1930, lorsqu'il s'agit de sources émanant des cours royales. Avant, on n'a rien. Et puis, elles ont été écrites souvent par les vainqueurs ou les opposants. Donc, ça demande à faire un très gros travail d'historien pour essayer finalement d'obtenir une sorte de fait le plus objectif possible. Alors ces Mossis sont un exemple aussi d'intelligence politique, puisqu'ils négocient non seulement avec ceux qu'ils ont tout d'abord conquis et occupés, mais aussi ensuite par ceux qui vont les occuper à leur tour, c'est-à-dire les colonisateurs et français en l'occurrence. Écoutez le témoignage du roi du royaume du nord de Ouagadougou, le Dima de Boussouma. Nous étions décolonisés. Nous étions décolonisés.
Donc le colon a complètement chapeauté notre pouvoir et a fait de nous des auxiliaires de l'administration, des fonctionnaires pas au même niveau que les fonctionnaires recrutés, aller à l'école et autres, mais des auxiliaires devraient aider l'administration à asseoir son autorité politique, transmettre les mots d'ordre, de développement et tout. Puisque ni seulement il n'était pas en nombre suffisant pour encadrer la colonie avec les éléments des Blancs qui sont là. Donc il a délégué un certain nombre de ses pouvoirs à ces rois qui, à leur tour, ont délégué, puisque c'est organisé, s'est appuyé sur les rois pour achever son travail de colonisation et pour agir pour sa politique coloniale. Donc le rôle du chef pendant la période coloniale était de seconder l'administration dans tous ses aspects et par la force. L'administration coloniale a été assez intelligente, assez sage pour ne pas faire disparaître la chefferie traditionnelle, en tout cas à l'ex-Haute-Volta, au Burkina Faso. Elle s'est rendue rapidement compte qu'elle a besoin de ces gens-là pour asseoir son règne dans le pays. Donc il s'en est fait des collaborateurs, il travaillait avec eux, c'est eux qui étaient les auxiliaires de l'administration, comme on l'a dit, pour traduire jusqu'à la base la volonté du colon au sommet. La preuve, c'est que dans les autres coins de Haute-Volta, où ces choses-là n'existaient pas, le colon a tenté de l'implanter dans les autres régions parce qu'il a trouvé que c'était très efficace pour une organisation, pour le travail. Donc, un peu, il a essayé de copier ça et l'imposer ailleurs. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas la culture des gens. Les autres peuvent prendre l'exemple en pays aussi pour faire quelque chose chez eux, mais on ne peut pas implanter ce qui se passe en pays aussi ailleurs. La voix de Sa Majesté Mossi, le Dima de Boussouma, un témoignage recueilli par notre correspondant Yaya Boudani. Le Dima de Boussouma revendique en quelque sorte la supériorité de l'organisation Mossi sur les autres groupes sociaux. Benoît Beucher. Oui, alors je crois que c'est constitutif de la culture Mossi. Je dirais que leur manière d'envisager le monde est un peu comparable à celle des Grecs de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a le monde civilisé qui se distingue par un mode d'être, un mode de vie et surtout une organisation politique, c'est-à-dire une organisation très stricte avec les nabas, donc les chefs, une organisation qui est plus ou moins pyramidale. Et puis à l'extérieur, on a des populations qui sont considérées par les Mossi, en tout cas par une partie des Mossi, comme étant moins civilisées, beaucoup plus anarchiques, beaucoup plus archaïques. Et cette vision-là, elle va être finalement soutenue par la plupart des administrateurs coloniaux français, qui vont considérer que les populations qui habitent aux franges du pays Mossi ne sont pas aussi civilisées que les Mossi eux-mêmes. La preuve, ils ne sont pas organisés sous forme de chefferie, ils n'ont pas d'organisation politique territorialisée, et donc ils seraient dans un stade de développement inférieur par rapport aux Mossi. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un intérêt commun finalement, c'est-à-dire que chacun instrumentalise l'autre? Oui, tout à fait. Et je crois que c'est ce qui est au cœur du livre aussi, c'est cette double instrumentalisation-là. Double instrumentalisation entre d'une part les administrateurs coloniaux français et puis d'autre part la noblesse Mossi, pour autant qu'elle formait un tout. Donc les autorités françaises, parce qu'elles étaient peu nombreuses finalement, qu'elles avaient peu de moyens, etc., ont été contraintes finalement d'utiliser les systèmes politiques en place lorsqu'ils n'étaient pas trop dangereux non plus. Du point de vue de la cour royale, elle a tout fait pour se rendre indispensable aussi auprès des Français et en tirer des rentes politiques, symboliques, etc. Au point que c'est grâce aussi au chef Mossi que des députés, en fait, ont pu se faire élire pour aller à l'Assemblée nationale à Paris. Oui, tout à fait. Ils ont joué un rôle extrêmement important. Tout d'abord parce qu'ils ont créé une formation politique qu'on appelait l'Union de défense des intérêts de la Haute-Volta en 1945, qui est devenue ensuite l'Union voltaïque en 1946. Certains chefs eux-mêmes ont été candidats lors des élections. Et c'est extrêmement culotté, j'ai envie de dire, parce que après tout, qu'est-ce qui allait se passer dans le cas où un chef qui est pratiquement Dieu sur terre allait perdre les élections? Est-ce qu'il allait pouvoir vivre avec cette honte d'avoir perdu les élections? Donc c'est là qu'on voit toute l'ambivalence de cette espèce de chevauchement des statuts, élite nouvelle, élite ancienne, tradition, modernité, etc. Quand tout se brouille, on bascule dans l'incertitude en même temps. L'impérialisme
maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes. La patrie ou la mort. Plus proche de nous, la révolution burkinabé, dont le héros incontesté est Thomas Sankara, un processus historique particulièrement dangereux pour la noblesse mossi, puisque les chefs, à bas, sont accusés d'avoir été les collaborateurs des colonisateurs français. Oui, alors ça a été une période extrêmement dure pour la monarchie, pour la royauté de Ouagadougou notamment. La révolution, elle a été enclenchée en 1983 avec un jeune capitaine qui était soucieux de bâtir une société nouvelle avec des hommes nouveaux. Pas tout à fait de tirer un trait sur le passé, mais de faire le tri entre ce qui devait être conservé et de ce qui ne devait pas être conservé dans le cadre de la Révolution. Et clairement, pour Thomas Sankara, les chefs étaient les vestiges d'un archaïsme africain. Donc il fallait les supprimer en tant que féodalité. Dès que Thomas Sankara a pris le pouvoir, la première des choses, c'est de lancer un appel à tout le peuple de Haute-Volta, en particulier la jeunesse. Seydou Kouraogo, il est originaire de la région de Kupela. Instinctivement, nous nous sommes retrouvés à Kupela au niveau de la préfecture. Mais je souligne que c'est le chef de Kupela en son temps, le Naba Sapilema, qui nous a invités. C'est lui qui a été le premier à nous inviter à nous retrouver à la préfecture pour qu'on sache sur quel pied aller. C'est le Naba Sapilema qui nous a réunis et on a formé le bureau CDR devant lui. Et immédiatement après, Thomas a nommé Germaine Pitrapa au commissaire du Kouritenga. On ne s'attendait pas à voir une demoiselle frêle. Et quand elle est arrivée, elle a pris le temps de prendre contact d'abord avec nous. J'ai attiré son attention sur le fait que c'est le chef qui nous a réunis en premier. Mon arrivée ici était en même temps un défi. Un défi à relever pour une nouvelle province où il n'y avait pas de référence. Tout était à construire et à réaliser. D'une part, et d'autre part, c'était un défi au chef Mossi, qui s'appelle le Sapilema à Kupela, qui représentait un personnage caractéristique autoritaire du Mossi. Et un chef dont la réputation n'était plus à faire, surtout son comportement vis-à-vis des femmes. Le Sapilema étant un des chefs coutumiers les plus féodaux que j'ai connus personnellement. Et c'était un défi à relever et ce défi, je pense que la confiance que Thomas avait placée en moi, c'était que j'étais capable de relever ce défi. Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. La première rencontre avec le Sapilema, c'est justement ma prise de fonction où j'ai dit et j'ai répété que la révolution n'était pas contre la chefferie traditionnelle en tant qu'institution. La révolution était contre des comportements qui étaient engendrés par justement cette chefferie traditionnelle qui ne permettait pas aux paysans de se développer, d'être autonomes. Ils se comportaient comme chefs de terre. C'est-à-dire c'est le chef coutumier qui octroyait la terre ou le champ à un tel qui pouvait cultiver là-dessus. Du jour au lendemain, il pouvait lui retirer le bénéfice d'exploiter, etc., etc. Et nous avons considéré qu'il fallait faire une réforme agraire et que la terre appartienne à celui qui la travaille et non pas celui qui est le propriétaire. Et cet état d'esprit, il fallait que la révolution mette fin à ça. Sinon, en tant qu'institution, la révolution ne s'en prenait pas à la chefferie traditionnelle, s'en prenait au chef coutumier. Parce que dans ce pays, la chefferie a constitué une tête de pont pour permettre à la colonisation de s'installer sans pour autant apporter le bonheur au peuple voltaïque. Moi, je pense que c'était pour défier Germaine que le président Thomas Sankara l'a envoyé à Kupela parce que le chef était dur. Et le président connaissait le chef. Il entendait parler beaucoup de lui, il savait que le chef était un dur. Il pensait que, comme elle a intervenu de manière énergique à la maison du peuple, on allait peut-être la refroidir en l'envoyant à Kupela, mais on lui a donné des ailes. Germaine Pitroipa, nommée CDR, commissaire de la Révolution par Thomas Sankara. Alors un sacré défi contre les chefs Mossi, Benoît Becher.
Oui, c'est un sacré défi, effectivement. Ça a dû être très difficile, sa prise de fonction dans la région. Déjà parce qu'on est dans le cadre d'une société patriarcale, où traditionnellement, en tout cas du moins officiellement, les femmes n'avaient pas le pouvoir réel, politique réel, sauf au moment de l'interrègne. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que malgré tout, le CNR, c'est-à-dire le Conseil national de la Révolution, s'est bien attaqué à la chefferie en tant qu'institution. Et ça, les chefs l'ont bien compris également. Et enfin, la réforme agraire et foncière qui a été mise en œuvre a été un pilier de la Révolution, mais a été un échec aussi parce qu'elle a été très mal comprise. Elle a été mal comprise, et y compris par les paysans qui sont par ailleurs les sujets des chefs dont on parle, qui pensaient que l'État allait leur confisquer les terres. Alors que jusque-là, effectivement, les autorités, les chefs de terre et les chefs politiques, c'est-à-dire les nabas, géraient finalement les conflits fonciers, je veux dire, peut-être pas toujours dans l'intérêt de tous, mais arrivaient quand même à maintenir une sorte, finalement, de paix, ou en tout cas, voilà. Et au-delà de cette période révolutionnaire, on a quand même envie de vous poser la question, où sont les femmes dans l'organisation Mossi traditionnelle, royale, dans la noblesse? Quel est le rôle des femmes? On a l'impression qu'elles sont totalement inexistantes. Oui, alors effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, elles jouent un rôle en réalité important, mais un rôle qui est caché. C'est-à-dire, on dit souvent que ce que la barbe dicte le jour, le pagne lui a soufflé le soir. Et effectivement, c'est des choses qu'on entend souvent quand on interroge les femmes, en tout cas. Restez historien, Benoît Becher. Qui vous explique ça. Maintenant, beaucoup plus sérieusement, j'ai parlé de l'interrègne. C'était une phase qui était extrêmement importante parce qu'on avait... On est quand, là? L'interrègne, c'est quand? Alors, l'interrègne, c'est au moment où le roi ou le chef, en tout cas, décède, et c'est la période qu'il sépare de l'élection du prochain roi ou chef, puisque les chefs sont élus. Et pendant cette période-là, qui pouvait être assez longue avant la colonisation française d'ailleurs, le roi était représenté par une de ses filles, qui était parée de tous les attributs royaux, donc généralement le bonnet du chef, le maffo, le couteau de chef ou le sabre, etc., etc. Et elle prenait des décisions, et des vraies décisions politiques. Mais c'était le moment où les rôles étaient inversés. Donc le pouvoir revenait aux femmes, il était autorisé de voler, on pouvait piller dans les rues. L'ordre était inversé à ce moment-là. Pour rappeler que quand le roi mâle gouverne, alors l'ordre se rétablit. Alors Benoît Becher, au fond, l'intuition de Michel Izard, selon laquelle l'Empire Mossi est une civilisation ancienne de plus de 5 siècles, avec une structure étatique et une organisation politique dédiée à la stabilité et à la paix, vous semble-t-elle encore pertinente aujourd'hui ? Alors oui, encore une fois, le contexte a tellement changé. Il a tellement changé. Mais c'est en tout cas ce que voudraient faire les chefs eux-mêmes. J'ai eu l'occasion assez récemment de montrer leur rôle de médiateur, et on avait fait une conférence qui s'appelait Médiateurs sans frontières. C'est-à-dire, en chevauchant tous les statuts, finalement, l'idée, c'est d'être ceux qui incarnent le mieux l'unité, en fait, du pays, la paix, ceux qui sont le plus à même, en fait, d'assurer à la fois la paix et la prospérité du pays. Ce sont les chefs Mossi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se conçoivent eux-mêmes. Et je crois que c'est pas un hasard si, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est bien dans le palais du Moronaba qu'a été signé un accord de sortie de crise avec les mutins du régiment de sécurité présidentielle en 2015. Sous Blaise Compaoré, Blaise Compaoré. Alors après la chute de Blaise Compaoré, au moment où le gouvernement de transition était menacé par un coup d'État, ça s'est déroulé dans le palais du Moronaba, la sortie de crise. C'est assez intéressant quand même de voir que c'est une monarchie qui a sauvé la République. Alors comme vous avez titré votre livre « Manger le pouvoir », nous avons demandé au spécialiste des archives nationales du Burkina, Hamidou Diallo, de nous expliquer ce que signifie cette expression en moré. Bon, comme dit le NAM se mange, ça veut dire que ça confère des privilèges. Les populations, les sujets font des cadeaux, entre guillemets cadeaux, ça peut être considéré comme des formes de tribut sur les récoltes. Le souverain, le chef, reçoit des populations, les récoltes, les céréales par exemple, ça peut être du bétail, des dons divers. On ne parle pas voir le chef la main vide. Avant la colonisation, il pouvait même s'emparer des biens. Ça ne se fait plus après l'indépendance. Mais c'est ça, le NAM, manger le NAM, ça veut dire bénéficier des avantages que confère le pouvoir. Hamidou Diallo, qui est Peul, nous définit l'expression morée, manger le pouvoir. Une expression donc plutôt populaire. Oui, c'est du vieux moré, c'est du moré soutenu rinam, qui va donner par déformation rima, c'est-à-dire ou dima. Le D et le R sont interchangeables en moré, c'est-à-dire le roi. Il y a plein de significations dans cette expression. C'est à la fois la substance qu'on ingère quand on devient chef,
Donc là, c'est lié plutôt aux cérémonies d'intronisation, etc. Donc, on boit beaucoup de bière d'ailleurs chez les rois. Oui, je peux vous le dire. Oui, tout à fait. Et c'est même finalement ce qu'on attend du roi. Le ventre, après tout, c'est une manière de montrer aussi son pouvoir. C'est pas seulement un cliché, c'est attesté. Et puis finalement, le roi, c'est un personnage un peu surnaturel. C'est quelqu'un qui peut manger et boire plus que les autres. On a beaucoup ça dans les archives coloniales où les pères blancs ou les administrateurs coloniaux remarquent que le roi s'empiffre ou mange énormément sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, comme ça a été dit par Hamidou Diallo, c'est très intéressant. Le roi, c'est à la fois le protecteur de ses sujets, mais c'est aussi le prédateur de ses sujets. C'est quelqu'un qui pouvait s'emparer des récoltes, qui finalement pouvait aussi mener parfois des razzias. C'est le cas de certains princes qui erraient aux franges du royaume et qui finalement s'emparaient des vivres. Donc il y a cette ambivalence, je trouve, dans l'expression manger le pouvoir, à la fois quelque chose de philosophique, une manière d'incorporer le pouvoir et la philosophie du pouvoir, et puis en même temps quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire la possibilité aussi tout simplement finalement de tirer des rentes de ce pouvoir-là, sans abreuver et le manger. Une philosophie aussi donc qui se porte toujours très bien au XXIe siècle. Oui. Merci Benoît Becher. Je rappelle que votre livre Manger le pouvoir, la noblesse Mossi à l'épreuve de l'histoire est aux éditions Cartala. Le pouvoir des Mossi du Burkina Faso, c'était une marche du monde réalisée par Elliot Bourrel avec la complicité de notre correspondant Yaya Boudani à Ouaga et Laurence Sarniguet, Sa Majesté des Archives à Paris. Réagissez, podcastez, cette émission c'est la vôtre.